Fragment d'histoire aujourd'hui vous fait découvrir Andreas Zorn. C'est un peintre suédois. Pour le découvrir, il faut quand même aller voir ses dessins, surtout ses aquarelles. Regardez attentivement comme il dessine l'eau. À tout à l'heure. La vie d'Anders Zorn, c'est l'histoire d'un garçon né dans une famille modeste, qui à force de travail acharné, connut la gloire et la fortune, puis retourna chez lui tel un enfant prodige. À l'apogée de sa renommée, il ne manqua jamais une occasion de rappeler ses origines, aimant à dramatiser son récit pour mieux les pimenter. Né le 18 février 1860 dans la petite ville de Mora, en Dele-Carli, région montagneuse du centre de la Suède, Anders Zorn grandit certes dans un foyer modeste, mais ne connut jamais la pauvreté. Son père était un brasseur allemand du nom de Leonhard Zorn, que sa mère, Anne Andersdotter, avait rencontré alors qu'elle travaillait comme saisonnière dans une brasserie de la ville d'Uppsala. Il ne fut jamais question de mariage entre eux. L'enfant naquit dans la petite ferme de ses grands-parents maternels, où il vécut avec sa mère jusqu'à l'âge de 12 ans. Pour avoir plus d'informations, maintenant, on va écouter les commissaires de l'exposition. À tout à l'heure. Donc l'exposition Zorn que nous avons organisée au Petit Palais est la première exposition jamais consacrée à Zorn en France. La dernière exposition remonte à 1906. C'était à la galerie Durand-Ruel, donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de voir des œuvres de ce grand peintre de la Suède. Donc nous avons pris le parti d'un parcours à la fois chronologique et thématique, en commençant par le début, en montrant les aquarelles, dans laquelle très tôt il s'est fait une spécialité, de montrer des effets d'eau, que ce soit sur le Bosphore, que ce soit dans l'archipel de Stockholm ou bien à Venise. C'est un peintre admirable pour ce qui est de rendre les effets de transparence et de reflets. Et puis en 1888, il arrive à Paris. Et là, il devient un portraitiste à la mode. Il passera 8 ans, il fait la connaissance de personnalités du monde artistique, intellectuel et politique. On a quelques très beaux portraits, le portrait de Jean-Baptiste Faure, le portrait gravé d'Antonin Proust. C'est aussi un peintre voyageur. Il fera 7 voyages aux États-Unis à partir de 1893 et il fera le portrait de plusieurs présidents de la République. Au milieu du parcours, nous avons toute une salle en rotonde consacrée aux estampes en noir et blanc. Donc, grâce à un prêt important de la Bibliothèque nationale, on a des portraits là encore et quelques paysages. Et puis à partir de la fin du 19e siècle, à partir de 1896, il revient au pays, il se fixe à Mora et il se fait le chantre de la vie traditionnelle. Il peint des scènes rustiques, il peint la fête de la Saint-Jean, il peint une patineuse, il peint une gardienne de vache. Et donc il reprend des thèmes en les traitant à sa manière, avec toujours une attention portée aux gens et à la lumière.
Ja, jag tyckte väl att det lät som en törstig fan. Vad grann du är, Beda. Vad grann du är, Beda. Tack. Jag hörde det. Alltså, jag hörde det. Vad ska vi göra, Beda? Du vet nog. Tror du det? Anders, det är jag! Jag har varit torrlagd i flera timmar. Jag vågar inte ta några risker. Va? Ja, det bara tog slut. Skål. Tack för nästa. Törstigare med åren, Albert. Det är en förbannad lögn. Jag har alltid varit benådad med samma härligt märkvärdiga törst. Anders? Ja? Du och jag, vi vet att spritens betydelse för människokroppen kan inte nog överdrivas. Et dans la dernière salle, c'est toute une exposition de nus féminins, avec une certaine alacrité pour peindre le corps féminin saisi au naturel dans des paysages de Scandinavie. Leonard Zorn mourut à Helsinki en 1872 sans avoir jamais rencontré son fils, bien qu'ayant reconnu sa paternité. Un modeste héritage vient alors améliorer les perspectives d'avenir du jeune garçon. À l'âge de 12 ans, celui-ci quitta Mora et son école pour poursuivre sa scolarité dans la ville d'Enkoping. Il fut inscrit en tant que Leonard Zorn. Le prénom Anders était considéré comme beaucoup trop campagnard. Il conserva le prénom de Léonard jusqu'en 1884. À l'automne 1875, Zorn, alors âgé de 15 ans, fut accepté à l'Académie royale des beaux-arts de Suède à Stockholm. Si sa première intention avait été de devenir sculpteur, bientôt l'aquarelle devint son mode d'expression favori. Nul doute que Zorn possédait un véritable don, ainsi qu'en témoigne le peintre Bruno Liljeborg, qui fut son camarade à l'Académie et avec qui il se lia d'amitié. Lorsque j'ai intégré l'Académie royale des beaux-arts à Stockholm à l'âge de 19 ans, j'entendais constamment parler de Zorn. C'était des murmures de stupeur et d'admiration, suscités aussi bien par les talents phénoménal de cet homme que par sa personnalité originale. Ses compagnons de classe se pressaient autour de son chevalet dans un silence recueilli. On voyait bien que c'était un homme qui avait quelque chose à dire et qui le disait d'une voix si claire et compréhensible qu'il n'avait rien à rajouter. Si quelqu'un de nous avait demandé ce qui nous touchait dans son œuvre, si c'était les couleurs, l'originalité ou la modernité, nous aurions répondu simplement « c'est rudement bien ».
Alors Anders Zorn, il faut le rappeler, est un enfant naturel. Il n'a jamais connu son père qui est mort à l'âge de 12 ans. Son père était un brasseur allemand. Sa mère a fait sa connaissance à Stockholm. Et il a été élevé dans un milieu modeste par sa mère et ses grands-parents maternels qui étaient agriculteurs. Et il y a sans doute une forme de revanche sociale qu'il a pris à plaisir. Il a cherché le contact avec des grands de ce monde. C'était aussi un gagne-pain pour lui de faire des portraits des riches et des puissants. Il faut rappeler aussi l'importance de sa femme Emma Lam, qu'il épouse en 1885. C'est une femme issue de la bourgeoisie juive de Stockholm et qui lui a donné quelques clés pour entrer dans ce monde auquel il n'avait pas accès. Ce qui est intéressant, c'est de montrer peut-être la spécificité de Zorn qui s'inscrit dans un courant qui est celui de l'impressionnisme et du post-impressionnisme. Il y a certains tableaux comme le Tube qui peuvent faire penser à Bonnard, d'autres à Degas. Mais il garde toujours une touche bien nette, bien précise. On n'a pas la touche fragmentée des impressionnistes. Il y a quelques effets instantanés, je pense à la valse ou bien à la femme qui sort d'un tripot. Là, on peut penser à Degas ou à Toulouse-Lautrec. Donc c'est en cela qui peut intéresser notre public. Il est à la fois proche des milieux internationaux artistiques et puis il a sa spécificité à lui. Il se fait le chant de la vie rurale traditionnelle suédoise. Je le trouve intéressant parce que le thème sont les lendemains de fête. Et on voit en regardant ce tableau que les lendemains de fête peuvent être tristes. Il y a deux personnages, une femme assise à côté d'un homme qui manifestement a un peu trop profité du bon vin et de la bonne chair. Et elle attend qu'il se réveille. Et on voit l'église de Morat au loin. On pense aussi à Bastien Lepage qui a traité un peu le même sujet dans un tableau qui s'appelle Les Foins, avec une palette claire, une ligne d'horizon très élevée. Donc on est dans la Suède traditionnelle et on s'aperçoit que les lendemains de fête peuvent être tristes.
C'est au printemps 1880 que Zorn fit parler de lui pour la première fois grâce à son aquarelle En deuil, sélectionnée pour l'exposition annuelle des élèves de l'Académie. L'aquarelle figurant une jeune fille en tenue de deuil, les visages couverts d'un voile de crêpe, suscita l'admiration générale, y compris celle du roi, qui commanda à son auteur une variante de l'œuvre. Des forêts et lacs suédois jusqu'au port d'Alger, en passant par les appartements parisiens feutrés et les grands canals de Venise. Zorn déploie ses talents de peintre, d'aquarelliste. Et surtout à Venise, quand on regarde cette peinture où on est à l'intérieur d'une gondole. Un réalisme aussi déroutant que magistral, tel est le sentiment qui émane de ces peintures aquarelles. On remarque, on aperçoit les vagues et les clapotis dans tous les chefs-d'œuvre où on pourrait souligner davantage la beauté hypnotique de l'élément liquide. Là, vous voyez cette rameuse là, qui est prise au soleil de minuit avec cette lumière un peu étrange. On a l'impression que c'est une lumière d'outre-tombe presque. Puis elle se retourne vers quelque chose que nous ne voyons pas. Donc à la fois, c'est très mystérieux. Oui, en fait, les tableaux sont parlants. Même les portraits sont parlants. Ils ne sont pas figés. Il y a une âme. Souvent, il les représente avec des effets dynamiques. Il y a Jean-Baptiste Faure qui est en train de chanter. Donc c'est des portraits d'ailleurs toujours en situation, dans l'univers de ces modèles. Ils ne viennent pas dans l'atelier posé, c'est lui qui se transporte dans la chambre, le bureau de tous ces personnages. Je pense qu'il faisait aussi des petits croquis sur place. Et puis après, il s'est beaucoup servi de photos. C'est ce que montre la dernière salle. En ce temps-là, la vie à Mora n'avait pratiquement pas changé depuis l'époque des Vikings. Elle était rythmée par les saisons, les travaux agricoles, les semailles et les moissons, les marchés d'automne et les travaux d'hiver, ainsi que les célébrations de l'année liturgique. Les dimanches, tous ceux qui le pouvaient allaient à l'église. L'hiver, on s'y rendait à pied ou en traîneau, tandis que l'été, on fendait l'eau dans des longues barques. Les magnifiques paysages environnant les lacs du Siljan, composés de forêts profondes et de montagnes bleutées, les claires soirées d'été, les costumes folkloriques et les pittoresques maisonnettes en bois sont autant de souvenirs d'enfance qui s'ancrèrent dans la mémoire de Zorn et nourrirent son imaginaire.
devient rapidement un artiste incontournable sur la scène parisienne. En 1890, il fait partie des premiers sociétaires étrangers du nouveau salon de la Société nationale des beaux-arts. Il exposera à ces salons chaque année entre 1890 et 1897, puis en 1901 et en 1907. Régulièrement mises en avant dans les catalogues illustrés de la Société nationale des beaux-arts, ses œuvres sont systématiquement repérées par les critiques. À l'automne 1887, le couple Zorn s'installa dans le petit village des pêcheurs de Saint-Yves, en compagnie de l'artiste britannique Alex Miller. C'est au cours de ce séjour que l'artiste, qui jusque-là avait exclusivement travaillé à l'aquarelle, entreprit d'apporter la peinture à l'huile. Ses débuts à l'huile se traduisent par les portraits intimes de sa femme en train de lire le journal. Il n'apparaît pas évident que le tableau a été réalisé par un artiste venant juste de passer de l'aquarelle à l'huile. On peut toutefois noter que la couleur a été appliquée d'une main légère et que les coups des pinceaux sont sûrs. Zorn séduit par son talent mais aussi par sa sympathie. L'intérêt de ses aquarelles provient de la maestria des coups de pinceau adroits, rapides, des alliances subtiles de couleurs qui restent dans une gamme chromatique contenue, des cadrages rapprochés de la liberté des tons qui n'excluent jamais l'art que requiert le modèle. Zorn a le don de saisir comme au vol l'essentiel de la psychologie de son sujet, d'en relever les traits, pour aussi dire cachés, de les faire éclore à la surface du papier. C'est rentré en Suède, loin des effervescences des villes, c'est là que Zorn trouve dans le charme de la vie quotidienne des habitants de Mora. On mesure ainsi la justesse des mots d'Auguste Rodin, qui avait noté que Zorn a le privilège d'être un peintre intemporel. Zorn poursuivit également les activités de sculpteur et d'aquafortiste qu'il pratiquait en parallèle depuis 1882. Certaines de ses gravures furent réalisées de façon indépendante, d'autres à la suite d'une peinture. Techniquement, on peut considérer ces dernières comme une version simplifiée de ces tableaux. L'artiste est distingué en tant que graveur par son traitement de jeux d'ombre et de lumière, de même que dans ses huiles ou dans ses aquarelles, ce qui semble relever d'une virtuosité nonchalante et spontanée. La virtuosité technique de Zorn demeura tout au long de sa vie la plus grande marque de son talent.
Aux yeux de la postérité, les œuvres qu'il réalisa dans les années 1900 ont moins de valeur que celles évoquées plus haut, aussi bien du point de vue artistique que de leur cote sur le marché de l'art. Pour lui rendre justice, il faut dire que la technique a toujours occupé une place prépondérante dans son activité artistique, même si ses œuvres plus tardives paraissent à certains égards avoir été produites de façon plus industrielle. Jusqu'à la fin de sa vie, Zorn démontra sa capacité à renouveler son inspiration, tant dans l'exécution que dans les sujets. La gardeuse des vaches en reste un bel exemple. Il faudrait savoir qu'est-ce qu'elle regarde. On ne sait pas. En tout cas, l'exposition se termine. J'espère vous voir bientôt sur notre chaîne. Au revoir. Moi, ce que je préfère, c'est les aquarelles et les estampes. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Enfin, moi, Les marines. Non, moi, je suis époustouflé pour l'eau. L'eau, Oui. effectivement, on le met en avant, mais c'est effectivement quelque chose d'incroyable. Et après, la lumière aussi. Là, il y a une lumière que les autres peintres n'ont pas.